On allait à l'école en sabot. Vous imaginez ça? C'est inimaginable. Et puis alors là, tout d'un coup, on entend les sirènes. C'est terrible, la guerre. C'était pas réputé, disons. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Et je courais dans Paris comme un lapin. Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Avec ma femme, ça a été un régal. Ouais, ma petite fille, toute la vie. Parce que je trouve que le mariage, c'est de la merde. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Jean. Si vous n'avez pas écouté la première partie de cette histoire, je vous invite à appuyer sur pause et à écouter l'épisode précédent. Pour les autres, nous reprenons là où nous avions laissé Lucien, c'est-à-dire en Allemagne, aux côtés de Peter et Vela. Tous deux s'apprêtent à raconter ce qu'ils savent de la captivité de Jean. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite de cette incroyable histoire. Bonne écoute. Au fur et à mesure, il va nous livrer tout ce qu'il sait. Et en réalité, c'est sa demi-sœur qui va nous livrer tout ce qu'elle sait, elle. Et elle en sait beaucoup plus que lui sur la relation que mon père a eue avec leur mère, Hildegarde. Toute l'histoire de mon père et de Hildegarde va nous être connue, quoi. On va savoir ce qui s'est passé, vraiment. Oui, alors ça c'est ma mère qui nous l'a raconté. Mes parents se sortaient ensemble donc en 38. Ma mère avait une toute petite ferme, donc un gendre serait le bienvenu. Seulement, mon père lui écrit pour dire que ça va pas être possible parce que la ferme est trop petite. Pour les 3 enfants qu'ils ont envie d'avoir, ce sera pas viable. Donc il vaut mieux arrêter tout de suite. Donc rupture en 38. Alors, Cosquer, le 5 octobre 1938, cher ami, je me décide à la fin pour t'envoyer de mes nouvelles qui probablement ne vont pas trop te plaire. Mais comme c'est mon devoir de te le dire, je ne tiens pas à te faire tort. J'ai peut-être tardé pour t'écrire, mais comme tu me disais que tu voulais entendre autrement, j'étais bien embêté. Il est vrai que dimanche je t'avais vu, mais comme j'étais toujours indécis, j'aimais autant ne pas te parler. Mais maintenant je vois que la noce de René approche, puisqu'on est invité pour commencer. Alors, je préfère te dire de prendre part à la noce et de te distraire avec d'autres sans penser trop à moi, parce qu'on a l'habitude de dire que les vieilles plantes sont difficiles à redresser, et moi je crois que je suis parmi celles-là. Quand on est trop heureux, on ne pense pas à la misère, mais le jour que je tomberai dedans, je dirai peut-être mea culpa. Alors Marie-Claudine, je ne peux te dire que ce que je t'avais dit l'autre jour, que les conditions ne me plaisent pas trop, donc je te conseille d'aller te distraire à la noce. Tu me diras peut-être que ce ne sera pas trop intéressant, mais tu ne seras pas seule à le dire. J'aurais bien voulu te rendre heureuse, mais je crains qu'en marchant sur ces conditions, qu'on ne le soit pas. C'est pour ça que je préfère attendre encore, ou plutôt ne point y aller, qui dit plus la vérité. Je te finis mon brouillon en te souhaitant bonne chance à l'avenir et bon amusement pour la noce de René. Jean qui ne t'oubliera pas. Mais c'est ma mère qui nous a dit que les conditions dont il parle, c'était le fait que la ferme était petite et que jamais ça pourrait... Et il vivrait dans la misère, quoi. C'était ça.
Donc, 2 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne suite à l'invasion de la Pologne, la Pologne, l'Angleterre et la France étaient alliés. Donc, par le jeu des alliances, ils déclarent la guerre. En réalité, ils ne vont pas intervenir directement en Pologne. Donc, le 2 septembre, il y a eu la mobilisation générale. Donc, de tous les hommes âgés de 20 ans, je pense, parce que c'était l'âge du service militaire à 20 ans, jusqu'à je ne sais pas quel âge. Enfin, donc, mon père, qui en a 29, est en plein dans les gens qui peuvent être mobilisés, dans les hommes mobilisables, sachant qu'il n'a pas de famille. Parce que lorsque l'on a, je crois, 3 enfants, on n'est pas mobilisable. Mais même avec 2, on part à la guerre. Septembre 39 jusqu'à mai 40, c'est la drôle de guerre. Il y a quelques escarmouches le long de la frontière. En réalité, l'armée allemande est occupée à anéantir la Pologne. Elle ne peut pas se battre sur le front ouest. La France, elle est en train de fourbir ses armes parce qu'elle n'est pas prête à la guerre. Donc, elle profite de ce temps-là, pense-t-elle, pour s'armer suffisamment pour combattre l'armée allemande après. 10 mai 40, les Allemands attaquent, non pas par la ligne Maginot qui était infranchissable, mais par les Pays-Bas et la Belgique. Les généraux français, fins stratèges, pensaient que les Ardennes étaient infranchissables. Eh ben, les Allemands n'en ont cure, et très vite, ils vont franchir la Meuse. Voilà, ils envahissent la Belgique et la France par le nord. L'armée française est complètement en déroute. Le 14 mai, donc, comme écrit mon père, fait prisonnier à Ermeton-sur-Meuse. Ermeton-sur-Meuse, en Belgique, c'est tout près de la frontière, près de Dinan. Mon père faisait partie d'un bataillon qui était présent ce jour-là à Ermeton-sur-Meuse. Il y en a 3. Il y en a un qui est entièrement décimé. À la tête, c'est Fred Aubert, qui est un avocat de Saint-Brieuc. Donc, il est à la tête de ce bataillon. Fred Aubert sera tué le matin du 14 mai. Et mon père, il est là-dedans. Alors, dans lequel des 3 est-il? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai retrouvé des écrits d'un sous-lieutenant qui a raconté ce qui s'était passé le 14 mai à Ermeton-sur-Meuse. Et mon père n'est pas arrivé en train parce que ce sous-lieutenant raconte qu'il y a des relèves qui viennent à marche forcée pour les remplacer. Ce sera trop tard. Souvent, il y avait des marches, des longues marches aussi, pour aller vers parfois des trains quand même. Ils étaient regroupés dans des endroits, dans des champs. Ils avaient à peine à manger, ils n'avaient pas à boire. Enfin, c'était des conditions horribles. Et des fois, ils étaient embarqués sur une espèce de plateforme ferroviaire. Et pour finir, ils vont dans des wagons à bestiaux où ils sont entassés pour un voyage. Alors, ils savent pas où ils vont. Ils sont dans l'incertitude totale. Certains essaient de décrypter quelques panneaux sur le long de la voie ferrée. C'est vraiment une situation très, très difficile que peu ont raconté parce que quand ils sont revenus, on n'avait pas envie de les écouter. Parce qu'ils symbolisaient la défaite de la France en 40 et qu'en 45, l'honneur est plutôt aux résistants et non pas aux prisonniers. Donc, c'est ce que j'ai lu après, quoi. Il arrive dans ce camp non pas de concentration, mais c'est un camp de transit qui se situe à Trèves, juste à la frontière allemande. Et puis, de là, ils sont répartis dans différents stalags. Un stalag, c'est donc des camps de travail, hein. Et les stalags, il y en a partout répartis sur le sol allemand et même vers la Pologne aussi. Et les prisonniers français vont donc arriver dans ces stalags où rien n'est préparé non plus. Alors, à leur défense, les Allemands, les nazis, ne savaient pas
que la France aurait si vite été en 7 semaines, ça a été bouclé, quoi. Enfin, ils sont complètement submergés par l'arrivée des prisonniers. Et très vite, il y a des demandes pour aller remplacer les hommes allemands qui sont à la guerre, pour aller travailler dans les fermes, dans les usines. Donc, il y a beaucoup qui se disent fermiers, qui se disent paysans, même s'ils n'ont jamais exercé ce métier, parce qu'ils se disent que là, au moins, ils auront à manger, quoi. Les prisonniers quand ils arrivent dans un village, c'est à la foire au bétail. Il y a les paysans qui viennent et qui choisissent celui qui leur semble mieux convenir. Tout juste, on ne regarde pas leurs dents. C'est beaucoup d'humiliation pour les prisonniers qui sont dans un état psychologique très, très, très difficile. Le 27 juillet, je crois, je ne sais plus, 1940, Jean, mon père, arrive dans la ferme de Monsieur Desmelles. Le lieu, c'est Schlatzmann. Il connaissait très bien les chevaux. Et donc, c'est pour ça qu'il est choisi pour aller travailler dans la ferme de Monsieur Desmelles. Cette ferme, c'est une grande ferme. Il y a 30 hectares. Il y a la mécanisation déjà. Il y a un tracteur, une voiture. Pour que les vaches boivent, il y a des abreuvoirs automatiques. Il y a le ramassage du lait avec une coopérative laitière. Enfin, vraiment, par rapport à la France, ils sont bien, bien en avance. Et ils ont aussi 6 chevaux, dont 2 chevaux de course. Donc, Madame Desmelles, elle est passionnée par ses chevaux. Et donc, mon père, très vite, va être mis à s'occuper des chevaux, conduire, etc. Monsieur et Madame Desmelles ont 2 filles, Käthe, qui est l'aînée, et Hildegarde, qui est la plus jeune. Monsieur Desmelles est aussi le chef du village. C'est un village de 180 habitants. Il n'y a pas une mairie à proprement dite, Burmeister, et il se trouve à Glogo. Et Clado, qui est donc une petite commune, on va dire, n'a pas de maire, mais c'est lui le chef de la commune. Et donc, comme il est le chef, il est sûrement nazi, mais nazi parce qu'il le faut, pas nazi dans le cœur. Et normalement, il y a des règles très strictes. Lorsque un prisonnier arrive dans une ferme, il ne doit pas manger à la table des patrons, il ne doit pas avoir de relation avec les femmes particulièrement. Mais chez les Desmelles, il n'y a pas de souci. Il y a un autre prisonnier aussi français, et il y a aussi un Polonais. Parce que les Polonais sont travailleurs forcés, ils n'ont pas le statut de prisonnier de guerre protégé par la Convention de Genève. En tout cas, il y a un autre travailleur polonais chez eux. Il y a quelques anecdotes qui ont été rapportées par Vella, qui les tient, elle, de Hildegarde, sa mère. Entre autres, à un moment donné, je crois, le prisonnier a quelque argent en marque du camp. C'est une monnaie avec laquelle ils peuvent acheter quelques petites choses. Ils peuvent l'échanger aussi, je crois, après. Et donc, à un moment donné, le patron, c'est Hildegarde, qui veut lui donner de l'argent, cet argent, et puis elle va bloquer la porte, il dit « t'as qu'à venir les prendre ». Enfin voilà, on sent que petit à petit, il y a une complicité qui s'établit entre eux. Voilà, ça va devenir plus qu'une complicité, parce que ça va devenir une véritable relation d'amour. Donc début 42, Hildegarde se retrouve enceinte. Si vous voulez savoir ce qu'il se passe lorsque Hildegarde découvre qu'elle est enceinte, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage sonore et le mixage de ce récit de vie. Si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui a une histoire de vie passionnante, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site internet entretempspodcast.com. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter sur les réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça aide vraiment le podcast. À très vite.